Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à mes lectures du mois de janvier 2023. Et il faut savoir que janvier 2023 a été pour moi un mois riche en lecture et en bonne lecture, du coup je n'ai presque que du positif pour ce mois-ci. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec ma première lecture de l'année 2023, donc attention, on commence assez fort puisque il s'agit de Vivre vite de Brigitte Giraud qui est le prix Goncourt de l'année 2022. Alors il faut savoir que j'adore lire les prix Goncourt, c'est vraiment ma petite tradition chaque année, donc j'étais impatiente de lire celui-ci, d'autant plus que, alors je sais pas si vous avez suivi mais il y a eu une polémique autour de ce prix là, parce qu'en fait, donc apparemment la concurrence était très rude entre les présélectionnés pour ce prix et certains membres du jury du prix Goncourt ont fait savoir publiquement qu'ils étaient déçus que ce soit ce livre-là qui ait gagné. Moi ça m'a un peu choquée parce qu'il y a un membre du jury qui a dit que ce livre était un petit livre par opposition à un autre roman qui était en lice et qui lui était un grand livre, etc. Vivre vite, c'est l'histoire de l'autrice qui a perdu son mari en 1999 dans un accident de moto. Et en fait, dans tout le roman, elle va revenir sur cet événement petit à petit, avec une sorte de compte à rebours. Donc elle va prendre tous les éléments qui se sont passés ce jour-là et qui ont fait, selon elle, qu'on arrive à l'accident. C'est assez particulier parce qu'en fait c'est un peu comme une enquête. En gros, elle va prendre tous les éléments, elle va montrer en quoi ça a entraîné ça, qui a entraîné ça, qui a entraîné ça, etc. Un peu comme un effet papillon. Et du coup, c'est hyper déstabilisant parce qu'on a le contraste entre l'enquête qui est très, voilà, c'est ce truc-là, c'est précis, c'est méthodique. Et à côté, on sent qu'il y a quand même un immense chagrin, une immense émotion forcément. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié ce contraste entre les deux. J'ai beaucoup aimé cette lecture que j'ai trouvée très intime et très intense. L'effet du compte à rebours donne vraiment une tension qui monte crescendo. Je vous le recommande, il se lit assez facilement, il est plutôt accessible. Par contre, attention, ça évoque le sujet du deuil et de l'accident. Donc si ce sont des sujets auxquels vous êtes sensible, c'est peut-être une lecture à éviter. Deuxième lecture du mois de janvier, vous allez dire que je vous parle encore de Pierre Lemaitre, mais c'est tout à fait le cas. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo en vous disant que Le Grand Monde avait été une de mes lectures préférées de l'année dernière. Et donc cette année, j'étais trop contente que Le Silence et la colère, le tome 2 de la nouvelle saga de Pierre Lemaitre sorte enfin. Parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, je suis une très grande fan de Pierre Lemaitre. Dans cette saga, Pierre Lemaitre va évoquer les années des 30 Glorieuses. Ici, on est dans les années 1950. Alors, je veux pas trop vous spoiler sur ce roman parce que sinon je vais vous dire des éléments du tome 1. Je n'ai pas été déçue de ce tome 2. Il est clairement à la hauteur du premier. C'est à la fois très drôle et très addictif. Quand on commence, on a vraiment du mal à s'arrêter. Les personnages sont géniaux. Toujours, moi c'est Geneviève, pour ceux qui l'ont lu, c'est un personnage qui me choque énormément et du coup donc je suis très admirative de la façon dont Pierre Lemaitre l'a dépeint. C'est un roman familial, social, historique, ça évoque vraiment plein de choses. Voilà, donc que dire d'autre à part lisez Pierre Lemaitre. Je vais vous parler maintenant d'un roman que j'ai découvert totalement par hasard, c'est-à-dire que je l'ai vu en librairie, j'en avais jamais entendu parler. Il s'agit de 6 versions, Les Orphelins du Mont Scarlo. Alors c'est un tome 1, c'est-à-dire qu'il va y avoir 6 tomes, je crois, en tout, et le prochain est déjà prévu pour le mois de mars, il me semble, donc ça va aller assez vite. C'est un roman assez original parce qu'en fait, c'est sous la forme d'un podcast, dans lequel le podcasteur va recevoir tous les témoins d'une affaire classée, en fait, d'un crime non résolu. En l'occurrence, dans ce tome-là, c'est un crime qui est vieux de 20 ans. Et c'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme qui a été retrouvé mort après sa disparition un an auparavant, en plein dans les montagnes écossaises, et son corps est retrouvé dans les marécages. Et donc dans ce podcast, le podcasteur va recevoir toutes les personnes qui ont côtoyé la victime à l'époque. J'ai trouvé que c'était original, surprenant, et puis que ça fonctionnait bien, le suspense était là, et j'ai hâte de découvrir la suite parce qu'en fait ça va être chaque roman va être dédié en fait à une affaire classée différente. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que c'est très immersif, le lecteur se retrouve un petit peu à la place
place de l'enquêteur et on va écouter un petit peu les différents témoignages et essayer de se faire une idée petit à petit de ce qui a bien pu se passer. Donc une saga assez prometteuse sur la forme et sur le fond et dont je lirai la suite avec grand plaisir. Je vais vous parler maintenant d'un livre assez original puisqu'il ne s'agit pas d'un roman mais d'une non-fiction. Il s'agit de Et l'imagination prend feu de Christelle Dabo. Ça c'est une collection qui a été publiée par Le Robert et qui s'appelle Secret d'écriture. Des écrivains vont parler un petit peu de leur quotidien d'écrivain, de leur technique d'écriture, comment ils sont venus à l'écriture, etc. Donc moi j'ai découvert cette collection avec Christelle Dabo, donc l'autrice de La Passe Miroir. Ça m'a beaucoup plu déjà parce que c'est Christelle Dabo et franchement ça fait toujours trop plaisir de la retrouver, de retrouver sa plume, de retrouver son humour, de retrouver un petit peu son univers. On a un petit peu l'impression d'être dans les coulisses de La Passe Miroir. Ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est un peu les coulisses du métier d'écrivain. Et moi j'adore ça parce que voilà, j'adore savoir comment les gens écrivent concrètement, qu'est-ce qui se passe au quotidien, quelles sont leurs techniques, parce que je pense qu'on a une vision peut-être un peu romancée, un peu mystifiée de l'écrivain et de l'écriture, et du coup je trouve que ce genre de livre, ça fait beaucoup de bien parce que c'est réel, c'est concret, et du coup quelque part ça motive à écrire aussi. Donc c'est un essai que je conseille très très vivement aux fans de Christelle Dabo et aux apprentis écrivains ou aux personnes qui écrivent parce que vraiment c'est une mine d'or je trouve. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que même si c'est pas un roman, et ben ça se lit tout seul en fait, vraiment elle nous embarque dans sa vie, dans son univers. Sachez qu'il existe déjà d'autres auteurs qui ont été publiés dans cette collection, donc je pense notamment à Franck Tillier, Françoise Bourdin, je crois qu'il y a Michel Bussy aussi, donc voilà, à surveiller parce qu'il y en aura probablement d'autres, mais voilà, ça m'a laissé une très bonne impression, c'est très motivant et je vous le recommande. On va changer maintenant un petit peu de style puisque je vais vous parler d'une BD que j'ai lue ce mois-ci. Il s'agit de New Hope et l'épisode 1, celle qui voulait infiltrer Epsilon. Alors, New Hope c'est une BD, donc c'est un tome 1 pour lequel vous allez avoir une suite. Et c'est l'histoire d'une famille donc, qui va déménager dans la ville de New Hope. Dans cette ville, il y a une université très célèbre, mais il y a aussi un hôpital très réputé. Et en fait, le fils de cette famille est atteint d'une maladie assez mystérieuse et très grave. Et ils espèrent en fait qu'il puisse se faire soigner dans cet hôpital. Sauf que très vite ils vont se rendre compte que pour avoir accès aux meilleurs soins, il faut faire partie d'une société secrète qui s'appelle Epsilon. Et Isabella, donc la sœur, va décider de rejoindre, d'infiltrer Epsilon pour aider son frère à guérir. Sauf que pour cela, elle va devoir se faire passer pour un homme. C'est une BD que j'ai trouvée très rythmée, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de péripéties et beaucoup d'événements. Il y a aussi un petit peu de violence, donc attention si vous ne souhaitez pas en voir, parce que du coup il y a des dessins peut-être un peu violents. Les couleurs sont très vives et le rendu est, j'ai trouvé très dynamique, donc j'ai beaucoup apprécié. Au niveau de l'histoire, pour être tout à fait honnête, j'ai trouvé qu'il y avait certains éléments qui étaient quand même un peu tirés par les cheveux, on va pas se mentir. Mais globalement, franchement, j'ai bien aimé. C'est pas du tout un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture et surtout j'ai envie de savoir la suite, donc ça c'est plutôt positif. Donc pour résumer, un tome 1 très prometteur avec beaucoup de péripéties et des dessins convaincants et j'ai hâte de lire la suite. On va rester dans les BD avec une BD cette fois-ci pour un public beaucoup plus jeune je pense. Il s'agit d'Elisabeth et Diego, une vampire dans mon placard. Donc je pense que c'est le début d'une série consacrée à Elisabeth et Diego. Diego c'est un petit garçon qui est très capricieux et qui a une main artificielle. Et Elisabeth c'est une petite vampire dont on ne sait pas grand chose si ce n'est qu'elle aussi elle a une forte propension à faire beaucoup de bêtises. Et donc ils vont se rencontrer et de là vont naître beaucoup de catastrophes et de bêtises, vous l'aurez deviné. Comme je vous le disais, c'est vraiment pour un public jeune, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas une histoire folle, il n'y a pas beaucoup de péripéties et il se passe pas grand chose. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une BD très mignonne. C'est pas la BD du siècle, très honnêtement, mais voilà, ça le fait, c'est mignon, c'est rigolo et je pense que ça plaira aux plus jeunes. Et pour finir, ce mois-ci, j'ai lu un manga. Donc je n'en lis pas beaucoup et pourtant j'aime bien, donc peut-être que j'en lirai un peu plus cette année. Il s'agit du tome 1 de Alice in Borderland. Alors je pense que vous en doutez, j'ai lu ce tome 1 parce que j'ai vu la série et je fais partie des gens qui ont adoré cette série. J'ai adoré la saison 1, c'était vraiment un coup de cœur immense. La saison 2, j'ai
un petit peu moins aimé, mais je l'ai quand même vraiment apprécié. Du coup, forcément, j'étais super curieuse de lire le manga dont la série est adaptée. Alice in Borderland, rapidement, c'est l'histoire de 3 amis qui vont voir un beau jour un feu d'artifice. Et suite à ce feu d'artifice, ils vont se retrouver dans un monde qui est identique au leur, sauf qu'il n'y a plus personne, ou presque. Et tout est vide, tout semble arrêté. Et très vite, ils vont se rendre compte que pour avoir le droit de survivre dans ce monde-là, ils vont devoir participer à des jeux, sauf que c'est des jeux très violents et très glauques. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de violence dans ce manga. Ce qui m'intéressait un petit peu, c'est de voir les différences par rapport à la série, et il y en a. Déjà, la première épreuve, c'est pas exactement la même. Donc le tome 1, il est assez introductif, donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais ça commence fort et ça commence bien. Et si vous avez lu le manga, n'hésitez pas à me dire si ça diffère beaucoup par rapport à la série et si vous avez préféré la série ou le manga. Je suis très curieuse de savoir. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées lecture. Si vous aussi vous avez des romans que vous avez lus ce mois-ci, ou des BD ou des mangas ou quoi que ce soit à me conseiller, surtout n'hésitez pas, je suis très preneuse. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.